Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue sur Face au Poste, votre média conçu dans l'unique but de vous offrir l'information juste et vraie pour le rayonnement du Burkina Faso. Nous sommes dans Changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues, le changement de paradigme tout simplement. Alors, je suis avec Amadou Sow, un jeune analyste tout simplement, avec qui nous allons échanger des aspects positif, de l'impact positif du coronavirus. Je suis Abdoulaye Moudrago pour vous servir. Bonjour, monsieur Sow. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous. Super, les activités? Oui, ça va très bien. Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui, par exemple, les gens voient beaucoup plus le côté négatif du coronavirus. On voit, par exemple, une crise sanitaire. Bien sûr, nous rendons, disons, nos condoléances tout simplement à ces personnes-là qui ont perdu la vie à la suite du coronavirus. Mais quelque part, on peut dire quand même que le coronavirus a apporté des aspects positifs dans nos changements de comportement qui seraient quand même nécessaires qu'on puisse les analyser et qu'on puisse surtout en fait les pérenniser. D'abord, parlons par exemple du coronavirus de façon globale ici au Burkina Faso. On voit que les cas par mois ça monte, par mois ça descend, même si nous sommes bien sûr dans une tendance baissière. Comment vous trouvez cela? Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Je me félicite de ce format d'émission. Okay. J'espère que les internautes vont nous suivre régulièrement et qu'ils vont trouver beaucoup de satisfaction dans ce que nous sommes en train de faire. Okay. Merci. Alors, je voudrais d'emblée m'incliner devant toutes ces personnes que nous avons eu à perdre durant cette pandémie. Je pense que le monde globalement a eu de très grandes pertes, n'est-ce pas? Si je pense à Pape Diouf, je pense à Manu, qui, avec tout ce qu'il a fait dans l'art, la culture et la musique, n'a même pas eu véritablement une cérémonie d'adieu digne à ce qu'il a eu à nous offrir en termes de satisfaction. Je pense que tout ceci, c'est quelque chose à saluer. Donc je m'incline devant également la mémoire de tous ces Burkinabés qui ont, de la première victime jusqu'à la victime d'hier ou d'aujourd'hui. Alors, revenant maintenant à votre question, je trouve que c'est très audacieux dans ce qui est considéré comme un malheur de parler d'impact positif. Mais c'est là où on doit aller. Comme vous avez dit qu'il faut changer les paradigmes, c'est là où il faut aller. Parce que c'est l'adage qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, il y a forcément dans cette situation-là des choses à apprendre. C'est ça. Et tout n'est pas mauvais, donc il faut qu'on aille dans ce sens-là. Alors, pour revenir spécifiquement à la question, au Burkina, les cas, parfois ça monte, parfois ça descend. Moi, la première analyse, justement, la première analyse que moi je fais, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai plus d'informations sur les cas en France, les cas aux États-Unis, que sur les cas au Burkina Faso. C'est-à-dire, nous, en Afrique, on a tendance, dans la manière de gérer la chose publique, de souvent maintenir une certaine nébuleuse autour de cela. Aujourd'hui, pour avoir les véritables statistiques, des statistiques qui ne sont pas contestées, c'est un problème. Donc, mais quand même, concernant par exemple le coronavirus, chaque semaine, nous avons les responsables qui donnent quand même une communication là-dessus. Oui. Je veux dire que globalement, ce sont là... Même pratiquement chaque jour, pas même chaque semaine, chaque jour, il y a par exemple le responsable au niveau du CORUS qui communique par exemple le nombre de cas par jour, le nombre par exemple éventuellement lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des guérisons. Pratiquement chaque jour, on a un point quotidien. Oui, mais la femme qui est décédée à Kaya ou bien le vieillard qui est décédé à Koudougou avant-hier, peut-être qu'il est décédé de Covid-19. Mais on ne sait pas, on ne peut pas le comptabiliser. C'est-à-dire, ce que je veux mettre en exergue, c'est les insuffisances de nos systèmes de santé en termes de statistiques, en termes de recensement, pour avoir les véritables données. Aujourd'hui, il est évident pour tous ceux qui travaillent au niveau des chiffres qu'au niveau de la santé dans nos pays, non pas seulement au Burkina, dans nos pays, il y a un problème de collecte de données. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, si
chargé de communication du gouvernement se lève et fait un communiqué, dire que voilà, il y a un cas qu'on a enregistré aujourd'hui, qui a les moyens de le contester ou de le vérifier? On n'a pas les moyens. Donc c'est dans ce sens-là où moi je parle. C'est-à-dire, moi je ne suis pas convaincu que ces chiffres-là que les gens donnent, que ce soit les véritables chiffres. Mais parlant de contestation, justement, quand on prend la première victime ici au Burkina Faso, jusque-là, la famille dit que elle n'est pas décédée en fait du coronavirus. Raison de plus pour dire que véritablement, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, quand on analyse la courbe d'évolution, parfois, par exemple, si on prend le cas de la France ou des États-Unis, avec des prévisions claires, on peut savoir quelle sera l'évolution sur une semaine, par exemple, ou sur 15 jours, avec une marge d'incertitude de quelques pourcents. Mais dans nos pays, pas spécifiquement le Burkina, mais globalement dans nos pays africains, ça pose véritablement problème. Donc on ne recense pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations effectivement qui est gérée. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui les gens pensent que la maladie est partie. La maladie est partie. Il y a beaucoup de cas de décès. Les mesures barrières ne sont plus respectées. Les mesures barrières ne sont plus respectées. Il y a beaucoup de cas de décès, par exemple. J'entends qu'un tel est décédé dans un quartier. Le lendemain, je vois qu'il est amené au cimetière pour effectivement l'enterrement. Normalement, des analyses de vêtements. Parce que en temps normal, vous faites un test, on vous donne 72 heures minimum pour que le résultat soit prodigué. Quelqu'un décède chez lui, le lendemain il est enterré, on ne fait pas de test, on ne peut pas savoir s'il est mort de Covid ou pas. À supposer qu'il soit mort de Covid par exemple. C'est là où on parle de cas communautaires. Parce que dans la définition des cas communautaires, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas où se trouve effectivement la source. C'est ça. C'est différent du cas contact où, par exemple, moi je viens, j'ai été testé positif, etc. Donc, on peut recenser toutes les personnes avec qui j'ai été en contact. Mais dans un cas communautaire, on vient dans une zone, par exemple, ou dans un quartier, on dit que voilà, la maladie est apparue, mais la personne ne sait pas d'où est-ce que effectivement elle a pu la contracter. Donc, oui, mais actuellement, par exemple, à partir du moment où quelqu'un a été testé positif, que ce soit en fait par un cas communautaire, on peut remonter bien sûr les cas contacts de la personne pour pouvoir circonscrire quand même les personnes qu'il a eu à toucher. Jusque-là, moi je ne vois pas, je n'ai pas de moyen de vérifier ce que le gouvernement donne officiellement dans ce sens-là. Et dans la presse et dans les médias également, je ne vois pas spécifiquement un média qui se soit donné comme obligation de suivre le dossier et de pouvoir faire un compte rendu. Généralement, les journaux et les médias ne reprennent que le communiqué. Parce que pour moi, les États, le gouvernement, les politiques de manière générale ne disent pas forcément la vérité parce qu'ils veulent maintenir une certaine stabilité, parce qu'à un moment donné, il y avait la grogne un peu, il fallait réouvrir les frontières, il fallait relancer l'économie. Donc, ça ne va pas dans l'intérêt de l'État que effectivement la psychose soit effectivement généralisée. Bon, mais on ne va quand même pas aussi spéculer là-dessus, vu que vous n'avez pas bien sûr la confirmation, vous n'avez pas en fait ce qui vous permet de vérifier, donc il faut quand même prendre la chose avec assez de pincettes, il ne faut pas trop en fait épiloguer là-dessus. C'est pourquoi je dis que je suis très prudent, je suis libre maintenant de croire ou de ne pas croire à ce qu'ils font, parce que ce qui me fait douter, c'est qu'on ne peut pas du tic au tac, donc monter de 1 cas à 0 cas le lendemain, le surlendemain à 3 cas, etc. Donc il n'y a pas de cohérence de mon point de vue, il n'y a pas véritablement de transparence dans la gestion de cette Ok, revenons à présent en fait sur notre sujet de façon plus spécifique. Analysons à présent les impacts positifs du coronavirus dans nos changements de comportement, dans nos entreprises, au niveau même étatique. Alors déjà, le problème par exemple qui se pose dans les problèmes de mesures barrières, on n'arrive plus à se saluer, par moment les déplacements sont limités, on ne peut plus trop se rendre visite, mais on trouve quand même qu'il y a un aspect positif là-dedans. Comment vous trouvez ça? Oui, c'est ce que je disais. Positif dans ça. Oui, c'est ce que je disais dans l'introduction de mon propos. C'est vraiment très audacieux
prendre ce que d'aucuns considèrent comme un malheur pour parler de positif dans ce sens-là. Donc, comme je l'ai rappelé également, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je pense que tout dans cet événement-là n'est pas négatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Socialement, il y a des pratiques qu'on avait fini par normaliser, par accepter et penser même que ça fait partie de notre culture, de notre... Par exemple, le fait de se serrer la main, même dans notre culture, dans beaucoup d'ethnies par exemple, si par exemple une femme vient trouver, je veux dire, un homme ou une cour, la femme se courbe, se met à genoux et puis elle s'en va, n'est-ce pas? Donc chez les musulmans globalement, ils se disent assalamu alaikum et puis c'est fini. Peut-être que chez eux-mêmes, il faut dire qu'ils sont retournés à la sunna, n'est-ce pas? Parce que nulle part on a codifié le fait effectivement de se serrer la main. Quand il s'agit de faire des accolades, etc., ce n'est même pas dans nos cultures. Donc, je pense que Covid-19 va nous retourner à l'authenticité. Mais ça, c'était juste pour faire une extrapolation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des règles de bon comportement au plan de l'hygiène, au plan de la salubrité, qu'il faudrait peut-être prendre et continuer effectivement dans la pratique et dans l'utilisation. Le fait par exemple de se laver la main régulièrement, je pense que c'est des pratiques qu'il faudra que les gens le fait par exemple quand il faut tousser, de tousser sur le coude par exemple, voilà, c'est des... Bon, seulement avec les masques, peut-être qu'on ne peut pas quand même continuer. Il y a d'aucuns qui disent que voilà, chez les Asiatiques, ils passent leur temps à mettre des masques, effectivement, quand vous regardez à la télé. Mais le problème... D'ailleurs, en France, ça a été rendu maintenant obligatoire. Oui, mais le problème viral... En Occident, en France, en Asie, on n'a pas le même problème viral. Ils ont tout le temps des problèmes de virus, mais nous, on n'a pas ces problèmes-là. Et puis, nous sommes dans des climats extrêmement chauds, n'est-ce pas? Donc, il faudra... rappelons quand même que cette thèse du climat chaud n'est pas allée très loin, n'est pas encore consolidée quant à la... disons, à ce que ce puisse véritablement être une barrière par rapport à la propagation du virus. Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que les masques qu'on met sur le marché, aujourd'hui, si vous parcourez les rues de Ouagadougou, l'essentiel des masques sont en façon d'Afani. C'est très difficile de respirer dans du façon d'Afani en mars, avril, mai, juin, au Burkina quand même. Donc, je pense que ça, à défaut qu'on ait des usines qui produisent des masques en coton vraiment de très bonne qualité, beaucoup plus léger, ce serait très 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 compliqué que dans 5 ans, dans 10 ans, que les Burkinabés continuent à utiliser des masques, d'autant plus que maintenant, même en plein Covid, les gens ne l'utilisent pas. Tout compte fait, tout ce qui est mesure côté hygiène, côté propreté, côté santé, moi je trouve que c'est très positif et il faudra continuer dans ce sens-là. À présent, nous allons voir au niveau des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, bon nombre d'entreprises, il y a eu quand même un impact. Voilà, côté négatif d'abord, parce que bon nombre d'entreprises ont dû fermer. Mais l'autre aspect, c'est que elles ont, disons, transformé leur style de travail. On est passé maintenant en fait du travail en physique au bureau à un télétravail, en utilisant par exemple les nouvelles technologies, des applications de visioconférence. Comment vous trouvez cet aspect-là? Est-ce que par exemple des entreprises pourraient pérenniser cette manière de travailler? Est-ce que véritablement il y a un impact d'abord peut-être sur la qualité du travail, sur la productivité, sur la rentabilité? Oui, le télétravail, peut-être qu'il y a certains qui viennent de le découvrir maintenant, mais le télétravail existe depuis longtemps. Effectivement. Le télétravail existe, la télémédecine existe, peut-être même, je veux dire, téléétudes, etc. Bien sûr, donc, les cours en ligne. Voilà, donc je pense que Covid est venu consolider ou à la limite généraliser la pratique. Et aujourd'hui, ceux qui en doutaient, qui pensaient que c'était par paresse que certains voulaient le faire, etc., aujourd'hui se sont rendus compte que ça peut être rentable pour l'entreprise, en tout cas pour certains types d'entreprises, essentiellement ceux qui sont dans le domaine des services. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, je vois mal, par exemple, des ingénieurs de Sonabel faire du télétravail chez eux, n'est-ce pas? Mais quand même, pour beaucoup de services, on peut effectivement adopter le télétravail. Parce que l'autre aspect du télétravail, l'autre avantage, c'est que ça peut démultiplier les tâches. Je veux dire que la personne peut être sur beaucoup de choses. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte que en une journée, passer dans une entreprise, généralement, c'est une perte de temps.
Ok. On perd beaucoup de temps dans les entreprises. Vous voyez un peu. Mais parce qu'on a une obligation présentielle, on est obligé, même si on finit de faire notre travail entre 8h et 12h, on est obligé de rester jusqu'à 16h pour rentrer chez soi. Oui. Ce n'est pas de la productivité. Donc Covid est venu nous dire, faites attention, changez de comportement, soyez beaucoup plus productif. Si vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, après prenez le livre de votre fils et aidez-le dans sa lecture, ou lisez un document, ou en tout cas allez faire du sport, etc. etc. Donc ça également c'est extrêmement important. Et justement, il y a cette, par exemple, manière de penser, disons, cette idée préconçue comme quoi en fait le temps c'est de l'argent. Moi je disais plutôt en fait que le temps ce n'est pas du tout de l'argent, c'est la valeur que vous apportez au temps en fait qui est de l'argent. Justement. Autrement dit, par exemple, on a des entreprises qui recrutent des gens qui veulent qu'ils soient par exemple physiquement au bureau peut-être de 8h à 12h, de 15h à 18h, et que ces personnes par mois ils peuvent venir s'asseoir au bureau, ils ne font rien comme travail et ils sont payés. Pourtant par exemple ces personnes-là, ils auraient pu être beaucoup plus productifs si on leur dirait par exemple il y a un travail à faire. Il faut miser plutôt en fait sur la productivité et non sur la présence, n'est-ce pas? Donc au-delà de ça, c'est important effectivement que cette pratique-là puisse être pérennisée, c'est-à-dire quoi? Que les entreprises puissent être focalisées sur la productivité, la rentabilité et non sur la présence par exemple disons au niveau du bureau. Je suis parfaitement d'accord sur cette analyse. C'est-à-dire que nous oublions la présence de la machine dans notre vie. C'est-à-dire si vous restez chez vous dans votre salon, alors il n'y a pas une présence humaine, mais il y a une machine qui est à côté de vous. Et cette machine-là, elle est très capable. C'est-à-dire l'homme moderne aujourd'hui doit davantage associer la présence de la machine dans sa vie. Or, la machine est venue effectivement pour accompagner, pour rendre possible un certain nombre de choses. L'accès à Internet, la détention d'un ordinateur ou même d'un smartphone peut effectivement être un outil qui peut véritablement nous soulager, en tout cas nous aider beaucoup à améliorer nos conditions de vie. Voilà, nos conditions de vie globalement et de travail plus particulièrement. Alors il y a des entreprises, comme je l'ai dit, qui n'avaient pas compris cela, mais maintenant qui viennent de saisir. Maintenant, comment est-ce qu'il faudra accompagner cela à long terme? Parce qu'il y a certains, c'était une mesure transitoire. Pour d'autres, maintenant, ceux qui ont compris véritablement vont effectivement investir dans ça. Parfois, vous allez dans des entreprises, même dans l'administration, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'accès Internet, il n'y a pas d'imprimante, ça pose véritablement problème. Ok, maintenant, est-ce que vous pensez que c'est véritablement rentable d'investir, par exemple, dans ces outils de technologie, de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, surtout, par exemple, pour ceux qui prennent des bureaux physiques? Est-ce que lorsqu'on fait la comparaison, vous pensez que c'est beaucoup plus rentable, par exemple, de travailler en ligne que d'avoir un bureau physique, concrètement? Je vous donne un exemple très simple. Je ne parle, c'est pas juste le cas du télétravail, mais je parle d'un cas véritablement général. Je prends juste l'état civil. L'état civil. Pour les besoins que nous avons sur l'extrait de naissance, n'est-ce pas? Moi, je serai maire d'une commune, j'informatise mon système d'état civil, les timbres même, vous pouvez payer ça par Orange Money, les taxes qu'on paye pour les timbres là, on peut payer ça par Orange Money. Et l'extrait de naissance peut être imprimé avec un code, un QR code. Vous comprenez? Avec un QR code, et puis c'est fini pour vérifier l'authenticité, etc. Donc il faut que l'on aille dans ce sens-là. C'est-à-dire on est obligé d'aller vers ce sens-là. On est obligé d'aller vers ce sens-là. C'est rentable, ce n'est pas rentable, l'avenir nous le dira, mais c'est pratique. Pour le moment, ne serait-ce que pour l'aspect pratique, nous devons aller vers dans ce sens-là. Aujourd'hui, les insuffisances que nous avons dans le système éducatif, dans des zones où pour envoyer un enseignant, c'est un problème. Pour envoyer un enseignant, c'est un problème. Mais peut-être que le réseau de Orange arrive là-bas, ou peut-être le réseau de Telmob arrive là-bas. Il faut juste que l'État donne au chef de village, ou je ne sais pas moi, au chef qui est là-bas, juste un écran placement avec un accès Internet. Il réunit les enfants qui ont l'âge de 6 ans là, de 8h à 10h, on leur donne des cours à la télé. C'est pas pour pallier à l'école, mais au moins ça peut
être une solution alternative en attendant que ça évolue. Mais il faut qu'on pense comme ça. Justement, pour ce qui concerne bien sûr les élèves, ça a été un peu initié, on va dire, ou pensé par le ministère de l'Éducation, mais ce n'est pas vraiment pratique parce que bien sûr, on n'a pas en fait les outils qu'il faut, on n'a pas l'équipement qu'il faut et le réseau aussi n'est pas trop ça. Donc ce n'est pas que le système n'est pas bon, mais c'est qu'on n'a pas les moyens en fait de le mettre en œuvre ou bien que véritablement la volonté n'y est pas. Voilà, donc le problème, ce n'est pas le système, le problème c'est les moyens. Et le problème des moyens là, il est généralisé, il est partout. Avec Covid, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux, on n'a pas assez de respirateurs. Même pour des masques, c'est un problème. Il faut que la Chine effectivement nous aide. La Chine qui a eu le Covid en premier, effectivement nous aide. C'est un problème. Si vous avez un cas aujourd'hui dans un quartier, vous appelez peut-être l'évacuation, ça va prendre du temps, etc. Donc il faut qu'on investisse. On doit se poser la question, où est-ce qu'on met l'argent? L'argent que nous avons, est-ce qu'on le met? Parce qu'aujourd'hui, Covid également a ouvert des fenêtres et nous a montré que généralement, les investissements n'étaient pas orientés. Peut-être que là, on va y revenir quand on va aborder l'aspect politique. Les investissements n'étaient pas orientés dans les bons domaines, effectivement. Et aujourd'hui, ça a mis à nu tout ceci. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que s'ils n'investissent pas dans la santé, et même s'ils tombent malades, ils vont avoir des problèmes parce qu'on ne peut plus évacuer, parce que les frontières sont fermées. Donc, il faut que les gens travaillent effectivement à aller dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Pour aller au niveau bien sûr étatique, on se rend compte que bon nombre de gouvernants, c'est maintenant même que, disons, qu'ils découvrent ces applications de visioconférence. On pourrait se dire par exemple, l'un des aspects positifs, c'est que on a des présidents qui dépensent, disons, des milliards pour acheter des avions présidentiels. Aujourd'hui, par exemple, avec Covid-19, on s'est rendu compte qu'on peut rester à la présidence ou simplement dans son salon et être en contact avec tous les présidents et faire, par exemple, notre visioconférence, prendre nos décisions et puis la vie continue. Comment vous trouvez cela? Il y a un phénomène qui est en vogue maintenant avec Twitter. Vous voyez un chef d'État qui prend l'argent du contribuable, avion, kérosène, avec sa délégation, qui part à un sommet des chefs d'État, peut-être à Dakar ou à Bamako, et qui revient. Le seul rapport qu'il fait au peuple, c'est un tweet de 140 caractères pour dire j'ai été au sommet de l'OIA, ça s'est bien passé, et puis c'est fini. Vous voyez un peu, c'était une perte de temps, une perte d'argent. Voilà. Mais maintenant, avec Covid, on s'est rendu compte qu'on peut beaucoup plus rationaliser nos ressources. Il y a des voyages qui sont véritablement inutiles pour nos États. Covid est venu dans un contexte de crise, avec la crise malienne. Mais les chefs d'État sont restés chez eux et ils ont fait leurs conférences, ils ont pris des décisions, ils ont envoyé une petite délégation et puis la délégation est partie et elle est en train de faire des négociations. Autrement, on allait déléguer des chefs d'État qui vont prendre des hôtels, etc., etc. Donc, je pense que Covid est venu pour nous aider à gérer nos économies. Je pense que bien qu'on a dépensé dans le domaine de la santé, mais également on a gagné. Je pense que un seul voyage du président de la République coûte plus cher que la prise en charge de 50 malades de Covid. Voilà, donc véritablement, il faut qu'on... Donc, vous pensez que ça, par exemple, c'est une pratique à pérenniser. Autrement dit, on n'a plus besoin d'investir des milliards dans l'achat des avions présidentiels, dans les déplacements de toute une délégation, par exemple, d'officiels pour aller représenter le pays dans des conférences ou tout simplement dans des réunions qui, par moi, effectivement, le poids n'est pas véritablement tout ça. On ne le sent pas, comme vous l'avez dit, dans l'économie, par exemple, du pays ou dans les décisions qui sont prises. Généralement, pour aller prendre peut-être même des décisions qui n'arrangent pas toujours en fait le peuple. Il y a un problème avec les avions des présidents. Il y a des présidents qui prenaient les avions d'autres. Il y a d'autres qui faisaient escale dans leur propre pays parce qu'ils voyageaient beaucoup. Donc c'est des anecdotes qui sont là. Mais de manière générale, je pense que la rationalisation, quand même, c'est une grande leçon qu'on a appris dans ce sens-là. Maintenant, pour moi, un avion présidentiel symbolise, au-delà de l'aspect économique, quand même symbolise quelque chose. Donc, il y a l'image du pays. Dans certains pays, par exemple, il y a des avions présidentiels qui sont partis pour prendre l'équipe nationale, alors que les joueurs étaient dans des... Voilà. Donc, je pense qu'il y a une question de prestige également. Un pays, quand même, digne de ce nom, doit avoir au moins un avion pour pouvoir déplacer voilà. Maintenant, à quoi ça doit servir? Donc, tout ça, ça entre dans l'utilité
l'utilisation des deniers, etc. Vous voyez un peu. Donc il y a des voyages véritablement qu'il faudra revoir, et ils ont compris, je pense, s'ils ne l'ont pas compris également, que les citoyens comprennent cela, et que chaque fois qu'un chef d'État voudra faire son tourisme pour aller au Maroc se reposer sous prétexte de visiter le Mohamed VI, véritablement, je serais très heureux que l'Union africaine organise un sommet de l'Union africaine, mais cette fois-ci sous forme de télétravail. L'Union européenne l'a fait, n'est-ce pas, qu'on fasse cela régulièrement, parce que ça nous coûte énormément et on a d'autres préoccupations. Voilà. Effectivement. Alors, donc, comme je disais tantôt, nous étions avec Monsieur Amadou Sow, un jeune analyste tout simplement. Nous parlions des impacts positifs du coronavirus ici au Burkina Faso et de façon globale tout simplement. Vous êtes bien sûr sur Faso Post, le média conçu pour vous fournir l'information juste et vraie. Et nous étions bien sûr dans Changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues. Je suis Abdourahim Ouedraogo pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Maintenant, si la plateforme sur laquelle vous nous recevez ne vous permet pas de gagner de l'argent, quand vous finissez de suivre, allez-y chercher l'argent. Excellente suite. À très bientôt. Non, c'est bon.